Nous poursuivons donc notre promenade à travers ces signes de l'Antiquité que nous essayons non pas de décrypter, mais vous savez que, comme l'avait dit déjà l'année dernière, je crois, François Bossflug, il ne faut pas s'inquiéter, il faut décortiquer les images, essayer de les comprendre, essayer certes d'y chercher une grammaire ou une sorte des séries de fragments de signification que l'on agence ensemble, mais il ne faut pas non plus se laisser enfermer dans ce système, puisque les signes ont leur vie propre, les images ont leur vie propre, qui échappent complètement aux analyses des mots, puisqu'elles reposent en grande partie, cette vie propre se manifeste à nos propres sens, beaucoup à partir de la sensibilité, de l'émotion suscitée. Donc, je vous propose aujourd'hui un deuxième parcours à travers des images chinoises, toujours dans l'Antiquité, mais nous avançons lentement et sûrement. Nous sommes cette fois-ci au deuxième millénaire. Nous avons commencé la dernière fois dans des temps très lointains, puis nous nous sommes attardés au deuxième millénaire avant notre ère, et cette fois-ci, nous nous promenons au fil du premier millénaire avant notre ère qui va nous amener jusqu'à la création de l'Empire chinois, où il se passe justement une espèce de, je n'ose pas dire de révolution, mais de transformation tout de même dans les signes. Et ces signes étranges qui sont les hybrides, vous le savez, ont pour thème essentiel d'exprimer l'essence des choses, et de cette façon, et ils sont très proches, de mon point de vue, de certaines recherches des époques récentes pour nous, qui sont les recherches des artistes qui pratiquent l'abstraction, par exemple. Donc voilà, tout cela pour vous donner un peu une idée de l'esprit dans lequel je vous propose un parcours qui, encore une fois, semble très archéologique. Il l'est dans la mesure où il utilise des matériaux archéologiques, mais pour dire aussi à quel point il s'éloigne de l'archéologie et à quel point il cherche peut-être plus à dégager des significations. Alors, je reprends donc certaines images que nous avons vues la dernière fois et les thèmes qui nous avaient occupés, qui étaient cette sorte d'opposition dans une Chine très ancienne entre les pays où l'on représentait la figure humaine, que j'ai matérialisée ici par l'image de gauche, qui vous représente un objet extrêmement rare dans la culture chinoise, c'est-à-dire une sorte de Janus, un personnage à deux faces, comme il n'y en a pratiquement jamais, et qui, lui, remonte donc au XIIe siècle avant notre ère. Et face à ces pays du centre de la Chine, plutôt organisés autour des cultures du bassin du fleuve Bleu, s'opposent ou s'accrochent les cultures du nord, où l'on trouve ce personnage. Pour moi, c'est devenu un personnage qui est... Non, comme d'habitude, je ne sais pas me servir. Voilà, j'ai du mal à me servir du pointeur, qui est le dragon, le petit dragon Koué, comme on dit chez les lettrés et les archéologues chinois, et qui est représenté de profil avec une seule patte et qui se distingue ainsi d'un autre individu que vous trouverez par exemple au musée Cernouski. C'est là qu'il a été pris, sur les flancs de la tigresse, qui est donc un bronze du centre-sud de la Chine. Vous voyez cette fois-ci un tigre reconnaissable. Pardon, merci. D'accord. Bon, attends, j'ai un superbe fauteuil à roulettes qui soit me fait glisser en avant, soit me fait glisser en arrière. Donc, ne confondez pas. Alors, je résume mon propos très simple. Ne confondez pas, puisque je vais constamment essayer de vous inviter à aller, bien sûr, dans les musées pour tenter de repérer les signes que je vous montre ici. Donc, amusez-vous à rechercher le dragon, repérable au fait qu'il a une patte et une queue généralement qui s'enroule assez simplement. Ne le confondez pas avec le tigre, qui a le même œil rond, la même gueule grande ouverte, mais qui est représenté lui aussi de profil avec deux pattes et une queue généralement beaucoup plus longue et beaucoup plus souple.
Ce motif de l'opposition du dragon et du tigre, nous avons vu la dernière fois qu'il pouvait avoir plusieurs significations, dont une signification reliée à la cartographie du ciel et qu'il pouvait signaler les points cardinaux. Le dragon étant relié à l'Orient et le tigre à l'Occident. Donc cela veut dire que ce type d'animaux qui de transformation en transformation deviennent des hybrides ont des chances de s'inscrire dans le devenir des hybrides chinois puisqu'ils ont déjà un sens très simple qui est un sens qui s'inscrit dans la cartographie du ciel pour aider soit les défunts, soit les chamans, soit les simples voyageurs à s'y retrouver. Mais aujourd'hui, je vais glisser de ce type de signification vers quelque chose qui relève plus de la représentation en vous présentant les transformations de ce thème du dragon au cours du premier millénaire qui glisse tout doucement vers ce système d'entrelacs que vous voyez ici la flèche ne marchant toujours pas, je ne m'en sers définitivement pas. Donc dans l'image du bas, et vous voyez sur l'image du haut, vous voyez deux dragons encore extrêmement reconnaissables qui ont fait complètement éclater les cadres rectangulaires dans lesquels s'inscrivaient les décors des bronzes de la haute antiquité, donc de l'époque des Shang, au XIIe, XIe siècle avant notre ère, qui se mettent à tourner vers le 7e, 6e siècle avant notre ère, qui se mettent à tourner autour du vase pour aboutir un peu plus tard, donc dans l'image du bas, et à ces entrelacs et du 6e, 5e siècle avant notre ère, puisque la flèche remarche, donc, qui s'organise, vous repérez les dragons en recherchant d'abord les points ronds, c'est-à-dire des yeux. Et autour des yeux, vous trouvez des corps qui s'animent. Alors, bon, une fois qu'on a dit ça, on a dit qu'on avait repéré dans un ensemble d'éléments communiquant non plus de la très haute antiquité, mais du premier millénaire avant notre ère, on dit qu'on a trouvé des dragons et des tigres. Bon, mais et après? Et l'archéologie nous révèle infiniment d'autres choses, et comme toujours, pour des raisons simples, simplement de conservation des objets dans la terre, et ce sont les compagnons et les protecteurs des morts qui sont le plus aisément repérables. Donc je vous rappelle que depuis les débuts de l'âge du bronze, tous les grands de ce monde sont enterrés, tels que vous les voyez ici, dans des ensembles, dans des tombeaux, qui leur permettent d'emporter avec eux tout un ensemble d'objets qui servent soit à leur offrir un banquet, à les nourrir, symboliquement à l'aide d'aliments extrêmement matériels, des soupes, des viandes, des ragoûts, des poissons, et à les abreuver en leur fournissant des boissons fermentées. Mais à côté, on trouve également des éléments protecteurs. Et c'est là où apparaissent, au milieu du premier millénaire avant notre ère, donc à la fin du 7e siècle, en gros de l'an 600 à l'an 400 avant notre ère, apparaissent toujours dans cette région centrale de Chine, entre fleuve jaune et fleuve bleu, apparaissent ces objets extraordinaires que l'on ne savait pas trop comment appeler quand on les a découverts au cours du XXe siècle. Et c'est un savant japonais qui a inventé ce mot que vous voyez à l'écran, qui se lit en chinois Zhen Musho, et qui veut dire simplement protecteur de tombeaux. Et ces protecteurs de tombeaux ont pour caractéristique d'être des objets de bois et présentant une base cubique et portant dans leur partie principale des andouillets, donc des bois de serre, et dont les principaux actuellement connus ont été analysés
dont il est apparu qu'ils étaient infiniment plus anciens que le support lui-même, que le support de bois. Cela veut dire que quand, vers l'an 600 ou l'an 500, on a posé ces objets dans les tombes, on avait parfaitement conscience d'en faire des éléments soit protecteurs, soit des éléments qui portaient vers l'immortalité. Et là, c'est là où l'on retrouve ce qui semble un sens récurrent des hybrides à partir du moment où vous avez une créature composite comme celle-ci, sur laquelle on va revenir. Et ces créatures composites sont des créatures qui assimilent, plus exactement, qui superposent à l'intérieur de leur être plusieurs façons d'exister dans plusieurs vies différentes. On en revient toujours à ce que nous avions évoqué en commençant, c'est-à-dire la transformation de l'insecte, la recherche de la vie perpétuelle, non pas dans la stabilisation, non pas en étant taillé dans le marbre, mais dans un éphémère qui engendre un autre éphémère. Et cette succession des éphémères, portée par le souffle qui anime toute chose, crée la vie. Et il semble bien que ce soit le sens des hybrides chinois. Ce sont des êtres qui portent à se transformer pour mieux exister. Alors commençons, à quoi ressemblent ces Junmusho, dont voici un très bel exemple, et puis un autre, tels que vous pourrez les voir au musée Guimet. Vous voyez que ce sont des socles de bois, donc des objets très simples, qui semblent taillés à la serpe, qui sont revêtus d'un décor laqué en noir et rouge, comme vous le voyez sur l'image de droite, mais qui ont un aspect très étrange. C'est-à-dire que ce sont des corps, admettons que le corps soit très simplifié, mais qui comportent une tête, avec des cheveux, une sorte de cheveux bouclés, exactement comme un être humain, des yeux, un nez dont on ne sait trop ce qu'il est, et puis une très longue langue. C'est-à-dire que c'est une sorte d'hybride homme-animal, et cette longue langue, je vous en parle d'abord parce qu'elle pose problème, comme on dit, elle questionne, et parce que, de plus, elle fait partie de ces attributs que l'on va retrouver peu à peu, nous les retrouverons tout à l'heure dans l'art chinois. Je reviens un instant en arrière pour vous dire que, donc j'ai voulu montrer ici, en espérant que vous irez les voir, les pièces du musée Guimet, mais il y a d'autres pièces comparables à celle-ci qui sont rares dans l'univers chinois. Seules de très riches et très rares tombes comportaient de telles sculptures, mais il en existe d'autres sur lesquelles le personnage que vous voyez là a des bras et il a l'air de manger des serpents. Et ce thème de l'être qui mange des serpents, lui aussi, va durer. Je vous ai parlé la dernière fois des résurgences dans l'art chinois. C'est-à-dire que ce phénomène très curieux qui fait qu'un thème, à un moment donné, est très utilisé, puis il disparaît et il ressurgit presque identique, presque vivant de la même manière, mais parfois visiblement avec une autre signification. Il réapparaît soit dans une autre région, avec des distances géographiques énormes, comme on les a toujours en Chine, entre 1000 et 2000 kilomètres entre les sites, soit avec des distances dans le temps très grandes, d'un demi-millénaire ou parfois d'un millénaire. Et c'est ce qui se passe ici, où 400 ans, 500 ans plus tard, vous retrouvez dans le piétement de ce qui devait être un écran protecteur, le piétement en bronze, vous retrouvez un personnage avec ses gros yeux et qui est en train de manger des serpents. Alors, les serpents que vous voyez ici sur l'image de gauche, c'est ici un piétement qui devait... Enfin, il y a plusieurs objets de ce type qui sont des piétements qui servent à porter des divers instruments de musique, comme des tambours de tailles différentes. Et nous sommes là au début du 5e siècle avant notre ère, toujours au Hubei, dans le centre, en plein centre de la Chine, dans la Chine du fleuve bleu. Et vous voyez apparaître
dans la même tombe extraordinaire. Je vais vous raconter un peu quelle est l'occupant de cette tombe et pourquoi cette tombe est extraordinaire, mais en m'en tenant tout de même au thème des hybrides. Vous voyez apparaître à côté de l'hybride qui est ici et sur lequel je reviens tout de suite, vous voyez apparaître les serpents. Donc, toujours cette notion de la vie. Vous savez que dans toutes les cultures, le serpent est lié à l'eau, il est lié à la femme, il est lié à la transmission de la vie, et le serpent grouillant, c'est la vie qui réapparaît toujours. C'est-à-dire qu'on peut tuer un serpent, mais il y en a toujours un autre qui va venir. Donc, en même temps que ce thème du serpent grouillant qui résiste à tout, et je vous rappelle que le corps du dragon que je vais vous décrire tout à l'heure, le dragon, je vous le décrirai à partir du moment où il aura une existence officielle, c'est-à-dire au IIe siècle avant notre ère. Donc avant, vous n'aurez pas de description précise du dragon. Mais à partir du moment où il entre dans les textes, bien sûr, je vous dirai quelles sont ses composantes officielles. Et en liaison avec ce sens de la vitalité exprimée donc par tous ces symboles classique, universel de la vie de l'eau du serpent, on voit apparaître sur les flancs d'un énorme sarcophage des personnages très étranges, comme celui que vous voyez là sur fond rouge. Alors peut-être qu'avant de parler de cet hybride, de ce personnage étrange, il faut peut-être parler de la personne qu'il semble prêt à protéger, ou à conduire dans l'autre monde, mais peut-être plutôt à protéger, puisque vous voyez ici qu'il porte une hallebarde, ou plus exactement donc une sorte de lance, mais sur laquelle on a accroché deux de ces terribles hallebardes de l'âge du bronze, de l'époque des Shang, courantes depuis 12 ou 1300 ans avant notre ère, qui servent non seulement à fracasser la tête des ennemis, mais qui ont derrière un petit crochet qui permet aussi d'attraper les jambes des chevaux et de leur couper les tendons des jarrets. Donc c'est une arme de guerre, donc cet hybride est vraisemblablement un protecteur, mais le protecteur de qui? Eh bien c'est un autre mystère, il est le protecteur d'un personnage dont je vous ai mis le nom à l'écran, Tseng Hoi, c'est-à-dire Ho c'est son titre officiel, on traduit généralement en français actuel par marquis, c'est le marquis Yi, Yi c'est son nom, de Tseng, c'est-à-dire Tseng, c'était une petite principauté chinoise de cette période du milieu et du premier millénaire avant notre ère qui correspond à l'expansion de multiples pouvoirs sur l'ensemble du territoire chinois. Nous sommes, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire chinoise, nous sommes au début de cette période qui, bien nommée, s'appelle l'époque des royaumes combattants. Cela veut tout dire, et période qui va se terminer en 221 avant notre ère par la soumission de tous ces petits royaumes qui se font la guerre au pouvoir d'un seul d'entre eux qui sera le premier empereur. Mais alors je reviens au marquis de Tseng. Donc on ne sait pas grand-chose de lui car les histoires chinoises n'en parlent pas. Son nom apparaît seulement dans quelques inscriptions, dans quelques petits textes très anciens et dans des textes qui ont été des textes sur fiches de bois et de bambou qui ont été retrouvés dans sa tombe. C'était donc un chef régional d'une petite contrée peu importante, mais apparemment un général, un chef militaire de grand talent, qui avait beaucoup aidé le prince, le chef d'une très grande principauté voisine, qui est la principauté de Chu, dont vous avez tous ceux qui font de l'histoire chinoise antique ont entendu parler. Et là, c'est dans la principauté de Chu que se fondent que naissent notamment un certain nombre de courants philosophiques de la Chine antique. Donc, ce personnage étrange, mais apparemment fort talentueux et fort puissant, bénéficie d'une tombe extraordinaire, à la fois par son ampleur par rapport à la taille du pays considéré, et aussi par sa nouveauté.
Et donc c'est la première tombe. Vous savez, alors juste un mot d'archéologie tout de même, sinon vous ne comprendrez rien. Dans la haute antiquité, les tombes étaient intégralement remplies de terre. La tombe du Marquilly est la première qui est une tombe, je dirais, en forme d'espace souterrain, une espèce de maison de bois faite comme une isba de madriers, avec des salles, la salle où se trouve le sarcophage, j'y reviens tout de suite, la salle où il y a des petites servantes dans d'autres tombeaux, la salle pour les armes, la salle pour les archives, ces fameuses archives sur planches de fiches de bois ou de bambou, et puis la salle pour la musique, avec une quantité extraordinaire d'instruments qui ont été d'ailleurs exposés il y a une dizaine d'années à la Cité de la Musique à Paris, et je vous renvoie au catalogue si cela vous intéresse. Alors donc, c'est un personnage absolument extraordinaire, à la fois pour son rôle inconnu et pourtant visiblement si important dans l'histoire du pays de Chu, c'est-à-dire dans l'histoire de l'Antiquité chinoise. Il a dû gagner des guerres importantes dont tout le monde ignorait tout. Et puis c'est quelqu'un qui fait bouger le rituel des morts, et non pas seulement dans le sens de la splendeur, mais aussi pour changer ce rituel, pour changer le sens de ce rituel. Et cela se lit aussi sur les parois de son sarcophage, sur lesquelles on voit justement plusieurs personnages comme celui-ci, qui ont à la fois un aspect très humain, ils se tiennent debout, ils marchent sur deux jambes, donc c'est, je crois, dans le monde entier, la marque de l'humanité, mais ils ont des bras en forme d'ailes, avec des serres comme des oiseaux, ils ont des oreilles énormes, et ils ont soit une coiffe, soit les cheveux dressés sur la tête. Et visiblement, ce sont des gardiens inscrits, vous le voyez, sur un fond rouge, et qui semble comme une ouverture. Et c'est tout le thème de cette tombe de Tseng Hui, c'est le thème que l'âme peut circuler. Et si je vous raconte tout cela, c'est parce qu'il semble que dans ce mi-temps du premier millénaire avant notre ère, c'est là que le thème des hybrides prend un nouveau sens, c'est-à-dire qu'il n'est plus seulement cette expression de la transformation et de la vie continuellement renouvelée dont je vous parlais en commençant. L'hybride, c'est aussi celui qui va conduire, qui va guider les âmes, qui va guider l'homme en transformation sur des parcours qui pourraient lui être très défavorables et très périlleux. Alors peut-être est-ce pour cela que dans la même tombe de Tseng Hui, on trouve un bestiaire extraordinaire et l'on voit s'affirmer à côté de ces hybrides soldats que je viens de vous montrer, on voit s'affirmer des hybrides dragons comme celui-ci, ou peut-être encore plus comme ceux-là, qui sont installés, qui semblent grimper le long d'un vase de forme étrange. En fait, ce sont deux vases, l'un dans l'autre. C'est une grande vasque d'à peu près 65 cm de diamètre qui sert à réchauffer ou à refroidir les boissons qui sont, elles, contenues dans ce vase-là, qui mesure à peu près 35 cm de haut. Alors, je n'ai pas le temps de vous faire un cours sur l'art et la manière de fabriquer de tels objets, mais sachez qu'ils sont techniquement aussi des hybrides extraordinaires pour les bronziers de l'époque qui les ont créés en mixtant, en hybridant justement deux techniques, la technique de la fabrication des bronzes à la cire perdue pour les petites figures de tous ces dragons grouillants que vous voyez là, et la technique de la fabrication des grands vases de bronze à partir des moules à section que vous voyez là. Alors c'est aussi un hybride technique, mais ça, on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui. Ce qui m'intéresse dans notre parcours de ce soir, c'est cette affirmation d'un certain nombre d'hybrides dont les fonctions semblent peu à peu s'enrichir et se différencier. Hybride que de plus on voit apparaître sur d'autres objets que les objets funéraires, puisque bien sûr tout ce que nous savons de la Chine antique passe à 95 voire 98% par le monde funéraire, mais peu à peu les découvertes récentes permettent
de trouver des lieux de culte et de voir apparaître les mêmes thèmes sur d'autres objets. C'est très important parce qu'à partir du moment où vous trouvez des dragons également, comme ici, sur une table d'autel et non pas seulement dans une tombe, cela veut dire que c'est un thème qui n'est pas lié uniquement au monde des morts, ce qui explique pourquoi le dragon va pouvoir prendre un sens politique quelques siècles plus tard, donc au IIe siècle avant notre ère. Donc ici, il s'agit d'une table d'autel d'à peu près 80 cm de long et sur laquelle on posait les bronzes servant à offrir les boissons et les nourritures que l'on échange symboliquement, soit avec les ancêtres, soit avec les esprits. Et vous voyez tous ces dragons à grandes oreilles qui sont en fait, qui ne sont pas vraiment des oreilles. Allez, je vous le dis tout de suite, ces oreilles ou ces crêtes leur servent, jouent le rôle d'ailes. Elles leur servent à se déplacer dans le ciel, puisque le propre des dragons, c'est d'être vivant et, j'allais dire, opérationnel dans tous les mondes. Alors, maintenant, nous quittons un moment, sans le quitter vraiment, puisque, encore une fois, tous les témoins dont on peut se servir, et à 98%, ont été trouvés dans des tombes. Mais nous essayons d'évoquer aussi d'autres hybrides qui sont, pour la première fois, à partir du IVe siècle, très timidement, des hybrides qui apparaissent dans les textes. Et je crois que je vous l'ai dit, mais je vais le souligner à nouveau. Et il ne faut pas confondre l'apparition de premiers signes graphiques avec vers 1200 avant notre ère, avec le développement réel de l'écriture qui ne se produit qu'à la fin des Shang, vers 1000 avant notre, même un peu avant, entre 1050 1000 avant notre ère, et le vrai développement de l'écriture qui ne devient j'allais dire, un outil de communication qu'à l'époque de Confucius, pour faire simple, vers 500 avant notre ère, puisque c'est le mérite que l'on attribue à Confucius, c'est d'avoir fait passer justement toute la tradition orale dans une forme écrite. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir si cette idée des hybrides est suffisamment pertinente pour entrer aussi dans les textes. Et là, alors je le dis peut-être d'entrée de jeu, en coupant le suspense, mais bon, c'est comme ça. Certains hybrides ne vont pas résister à l'entrée dans les textes. Il va y avoir une espèce de logique de l'explication à travers les textes qui vont faire qu'un certain nombre d'hybrides de l'Antiquité que l'on voyait courir, moi je vous ai montré les plus habituels, mais si l'on cherche bien, on peut trouver toutes sortes d'hybrides dans les bronzes archaïques chinois, et je vous prie encore une fois d'aller les traquer sur les bronzes des musées parisiens. Tous ces hybrides de l'Antiquité ne vont pas résister à la parole mise en signe que représentent les textes. Néanmoins, il existe, et on a retrouvé un certain nombre de textes qui posent aussi beaucoup de problèmes, puisque comme vous l'imaginez, vous avez sûrement tous entendu parler, parce que je pense que vous avez tous vu les expositions qui ont eu lieu à Paris depuis des années sur le premier empereur, et le fondateur de l'Empire chinois, qui fonde l'Empire chinois donc en 221 avant notre ère, mais en 213 avant Jésus-Christ, il pique une très vilaine colère contre les intellectuels de tout poil et il décide que la contestation est insupportable, que le raisonnement ne conduit qu'à l'incertitude et à l'impossibilité d'agir, et il fait brûler tous les livres. Cela veut dire que tous ces textes anciens qui étaient déjà très rares. Moi, je vous parle de cela comme on le fait toujours à travers les rapports de fouilles, c'est-à-dire qu'on a l'impression que parce qu'on trouve un texte en un point de Chine ou un type d'image, on a l'impression qu'il y en a partout. Non, déjà ces textes étaient fort rares. En plus, la plupart de ceux qui existaient, le premier empereur les fait brûler en 213 avant notre ère. Donc, une grande partie de cet univers antique chinois a dû être reconstitué
un peu plus tard, donc au cours du IIe siècle avant notre ère. Ce qui fait que si vous plongez dans des revues de sinologie, si vous essayez de voir par exemple ce texte que je vous montre là, ou le suivant que je vais vous montrer dans un instant, vous direz mais elle nous a dit que c'était de telle époque, mais en fait le texte est de 400 ou 500 ans plus tard. Oui, parce qu'il y a eu une restauration textuelle, une reconstitution. Comme toujours, quand il y a une reconstitution, il y a toujours quelqu'un qui dit « mais non, c'était pas tout à fait ça, moi j'ai ma version ». Donc il y a de multiples versions. Et puis heureusement, il y a l'archéologie du XXe siècle, et notamment la seconde moitié du XXe siècle et aussi du XXIe siècle, et qui nous apporte des objets un petit peu plus sérieux. Donc le premier de ces objets découverts l'a été dans les années 1930, c'est ce fameux objet du manuscrit de Chu, on en revient toujours, Po Chu ça veut dire texte sur soi, et qui est du pays de Chu, qui est conservé, vous le voyez, à Washington. Alors, vous voyez comment se présente ce texte. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on y voit au centre ce qui correspond à une description du monde, et autour, une description soit des divinités, soit d'un certain nombre de créatures étranges que l'on peut y trouver. C'est un texte qui nous renvoie à ce qui est devenu une forme de classique qu'on appelle en chinois le Shan Haiting, c'est-à-dire le classique des monts et des mers, le livre des monts et des mers, qui est une description née donc dans l'Antiquité, vraisemblablement vers le IVe siècle avant notre ère, puis peu à peu mise en forme textuelle, et qui servait soit à l'enseignement des administrateurs, soit aussi au travail des devins. Je ne reviens pas sur le rôle de la divination, qui est toujours, vous le savez, extrêmement important et en Extrême-Orient, puisque la divination nous renvoie à l'idée de prédestination, un monde qui est tellement complexe que pour le comprendre, pour nous, en fait, même s'il y a des mouvements dans ce monde, même s'il y a une forme de liberté, pour nous, à notre échelle, ce monde nous est prédestiné et notre vie est prédestinée dans ce monde. Donc le Shan Haiting donne une description avec des terres entourées de montagnes, et dans ces montagnes on trouve des créatures très étranges, et ces créatures conduisent à une sorte d'échelle divine et qui mène au sommet, à la plus puissante d'entre elles, qui est là, que vous apercevez. C'est ce personnage manifestement humain, mais avec les cheveux dressés sur la tête et avec un faciès quelque peu inquiétant, qui lui donne tout de même un aspect d'hybride. C'est Taiyi, c'est-à-dire le grand un. C'est la matérialisation sous une forme d'hybride de cette notion de la grande unité que nous avons déjà rencontrée dans notre parcours à travers la haute antiquité, et qui est absolument constante dans la philosophie chinoise. Et nous verrons lors de notre 4e rencontre, pour ceux qui seront encore là, que même les philosophes d'aujourd'hui recherchent sous des formes diverses et évidemment modernes, contemporaines, ils recherchent forcément cette grande unité. Un système philosophique et un système organisatoire, quel qu'il soit, ne peut tenir que s'il conduit à la grande unité. Alors je vous parlais d'archéologie, puisque là, il ne s'agit plus d'une pièce à l'origine un tout petit peu obscure, comme celle du manuscrit de Chu de Washington, mais d'une pièce qui a été trouvée en fouille dans les années 1970. Vous le voyez à l'écran, dans la tombe numéro 3 de Ma Wangtui. Ma Wangtui, c'est un site du Hunan, c'est-à-dire du centre-sud de la Chine, qui est extrêmement important. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Parce qu'il y a 3 tombes. La tombe d'un administrateur de la première moitié du IIe siècle avant notre ère. Donc ces tombes ont dû être fermées vers 165 avant notre ère. Il y a la tombe de l'administrateur, la tombe de son épouse et la tombe de son fils qui lui a succédé comme administrateur régional. Et donc ça veut dire des tombes
deux personnages officiels, et c'est pourquoi dans ces 3 différentes tombes, on retrouve une série de manuscrits très importants. Mais je reviens à mes hybrides. Ce qui est important ici, c'est donc la seule et unique figure actuellement connue je n'ose pas dire, mais je le dis quand même, mais sachez que c'est une bêtise, et je n'ose pas dire c'est le visage de Dieu, mais pour la Chine antique, c'est à peu près ça. Taï, c'est lui qui va être le personnage principal des cultes impériaux à partir du IIe siècle avant notre ère, mais qui, et alors c'est là où la figure de l'hybride est délicate, il va être détrôné. Il va être détrôné par quelque chose qui ne se représente pas, qui est la notion du ciel. C'est-à-dire que le grand 1 va rester le grand 1, exprimé sous forme de caractère, et pour les cultes, l'empereur va rendre culte non plus. Au début, il rencontre à Taï, puis après, il abandonne Taï, le grand 1, il rend un culte au ciel. Et je pense que ça, c'est une des lignes fondamentales de la pensée chinoise, c'est-à-dire que les idées s'expriment d'abord par des formes extrêmement représentatives qui font appel à des éléments pris dans le monde visuel qui est autour de nous et qui est représenté, si j'ose dire, photographiquement. Et puis, peu à peu, ces idées se perdent leurs oripeaux de forme et passent dans l'écriture. C'est pourquoi je vous dis que l'écriture est extrêmement dangereuse pour les hybrides. Alors, juste un mot sur le dessin. Le croquis à droite est juste une transposition prise dans un rapport de fouille qui vous permet peut-être de mieux comprendre quels sont les personnages qui sont là, qui sont interprétés par les archéologues comme les forces de la pluie, les forces du tonnerre. Et puis, si vous regardez en bas, vous apercevez ici aussi des dragons. Donc, vous voyez, cet hybride-là, dont les caractéristiques, encore une fois, vous seront données à la fin de la séance, cet hybride-là, il survit. Il survit dans la mesure où il est suffisamment à la fois lié aux formes de vie normales, habituelles, mais porteur de suffisamment d'idées pour pouvoir s'inscrire dans le sillage d'une divinité. Maintenant, d'une divinité supérieure. Maintenant, il s'y inscrit peut-être aussi pour une autre raison, et c'est pourquoi j'ai mis en bas à droite ce petit rappel de ce qu'est l'étoile polaire, que vous connaissez tous. Je crois que l'une des forces de cet hybride extraordinaire que représente le dragon est qu'il indique les directions dans le ciel. Et c'est peut-être ce qui, au moment où il a failli disparaître, a contribué à sa survie. Maintenant, cette époque des royaumes combattants et du début de l'Empire, puisque vous savez que les découpages politiques ne correspondent évidemment pas toujours et strictement au découpage culturel. Donc il y a tous les débuts de l'Empire chinois jusqu'au milieu et même à la fin du IIe siècle avant notre ère sont complètement imprégnés des cultures de l'époque précédente et des graphismes et de toute l'iconographie et de toutes les formes d'art de l'époque précédente. Donc, dans l'iconographie et surtout l'expression de philosophie qui passe à travers cette iconographie de l'Antiquité, on trouve aussi un autre extraordinaire ensemble de formes qui mettent en scène le cycle de la vie. C'est un tout petit objet. J'ai écrit volontairement les dimensions à l'écran parce que là vous le voyez projeté, mais c'est un appuie-bras qui mesure seulement une 50aine de centimètres de longueur et vous le voyez 15 centimètres de hauteur, ce qui est très très peu. Mais c'est un objet extraordinaire, fait de bois laqué. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur la technique de lac, mais vous savez que c'est un art qui est très pratiqué en Chine depuis le néolithique, dans toutes les régions où peut pousser
l'arbre à laque dont la résine est utilisée par les artisans et les maîtres laqueurs, donc les artisans sculpteurs et décorateurs qui recouvrent les objets de cette matière extraordinaire qui est quasiment imputrescible. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le cycle de la vie. Alors ce ne sont pas vraiment des hybrides, puisque vous reconnaissez des cervidés, voilà. Vous reconnaissez des cervidés, vous reconnaissez des oiseaux, des serpents, des oiseaux huppés. Donc tout cela, à quelques nuances près, est tout de même très proche de la vie réelle. Mais là où l'on retrouve quelque chose qui peut avoir un sens par rapport aux hybrides, c'est que si vous regardez bien, vous regardez que les daims, les serpents et les daims sont attaqués, plus exactement les daims et les oiseaux, les daims et certains oiseaux sont attaqués par les serpents qui sont à leur tour attaqués par les oiseaux. C'est-à-dire qu'il y a cette notion que dans la vie, toutes les créatures mangent d'autres créatures. C'est-à-dire que la vie n'existe pas si l'on ne passe pas à travers de multiples formes de vie, puisque toute vie ne peut exister qu'en mangeant au moins des légumes, enfin des végétaux. Toute vie se nourrit de la vie. Et c'est peut-être pourquoi, dans les formes anciennes, vous voyez ces oiseaux qui sortaient de la gueule du dragon, qui lui-même était lié à des serpents, qui étaient liés à des tigres, qui étaient liés à des bœufs ou à des moutons, etc. La vie est encore, comme je le disais en commençant l'autre fois, la vie intègre la notion de mort parce que dans l'univers de la pensée chinoise, il y a toujours non seulement le yin et le yang, le féminin et le masculin, mais il y a toujours tout et son contraire, et la vie de l'un est très souvent la mort de l'autre. Et je pense que cela, c'est une notion extrêmement importante pour comprendre les hybrides de l'Antiquité, ou peut-être pour comprendre pourquoi ils nous fascinent tellement aujourd'hui. Alors ceci étant, je vous propose de revenir à notre créature favorite, qui est le dragon, et qui prend, dans ces périodes de la fin des royaumes combattants et du début de l'Empire chinois, des rôles nouveaux. Alors, rôle nouveau que j'ai matérialisé. Donc d'abord, je voulais vous montrer un très bel exemple de ce dragon presque classique que l'on voit donc tout à fait au début de la période des royaumes combattants, ou bien ici vers 300 avant notre ère, une autre forme de dragon découverte en fouille, cette fois-ci en 1977 à Chongshan, c'est dans le Repei à 250 km au sud de Pékin. Vous voyez le dragon qui peut voler, qui a des griffes, qui a de grandes dents, le dragon dans toute sa force. Mais, me direz-vous, à quoi sert ce dragon qui, visiblement, est en train de résister à l'écriture, qui est en train de résister à cette notion des créatures qui se mangent les unes les autres? Eh bien, précisément, l'une des forces du dragon, et ce pourquoi il a résisté, c'est parce qu'il est celui qui est peut-être capable de manger tout le monde. Mais il a aussi d'autres capacités, comme celle-ci, qui a été découverte assez récemment, sous la forme de cette petite pièce de soie d'une quarantaine de centimètres de longueur, découverte donc à Zhetancourt, Hunan, bon, tout ça c'est inscrit, vous le voyez à l'écran, et qui a la particularité, c'est le type d'objet que l'on pose à l'époque. Nous sommes au début du IIIe siècle avant notre ère, et c'est le type d'objet que l'on pose directement sur le cercueil, voire dans le cercueil, c'est-à-dire très proche du corps, très proche du défunt, et vraisemblablement pour le rassurer, pour le protéger et pour le guider.
Et vous voyez là tout à coup une autre fonction du dragon, puisque vous le retrouvez. Alors, vous voyez, quand j'ai commencé tout à l'heure, vous avez dû me trouver complètement folle et vous demander pourquoi je vous disais ne confondez pas un tigre avec un dragon. Il y en a un sur 2 pattes et l'autre sur 1 patte. Eh bien, vous voyez là un superbe dragon, sa tête ne laisse aucun doute sur sa nature et vous voyez, il a 1 patte. Quand on le représente symboliquement comme ça, en 2 dimensions. Il ne faut pas confondre les dragons en 3 dimensions et les dragons en 2 dimensions. Ce n'est pas du tout le même genre d'objet. Alors, voici donc un très beau dragon parfaitement intelligible, dont on commence à percevoir les fonctions, puisque sous son ventre, on trouve un poisson. Ça veut dire qu'il est capable de se déplacer dans l'eau. Tout à fait en haut, on ne le voit pas très bien ici. Attendez, j'ai des ennuis. À droite, j'ai toujours des ennuis avec ma flèche. Bon, enfin, à droite sur le corps du dragon, et voilà, vous voyez un oiseau, ce qui signifie que le dragon peut aussi se déplacer dans le ciel. Et que trouvez-vous bien droit sur le corps du dragon? Vous trouvez un homme, et pas n'importe quel homme, un homme extrêmement bien vêtu, et portant un chapeau de cérémonie et une épée au côté. C'est donc un officiel, un fonctionnaire, un représentant du roi ou du chef de région. Et alors me direz-vous, le dragon est clairement un véhicule céleste, il est clairement l'être, plus qu'un véhicule, il est l'être qui emporte le défunt vers le ciel, c'est-à-dire vers ce qui est sans doute le pays des ancêtres. Certes, mais moi il y a une chose qui m'intrigue et qui même me choque, c'est que ce digne fonctionnaire tient le dragon par un licol, il tient les rênes et il semble le diriger exactement comme on retient un cheval. C'est-à-dire que c'est l'homme qui commande. Et c'est là où le dragon, en cette période, qui voit apparaître la figure humaine dans les représentations chinoises, le dragon est en grand danger, puisqu'il est soumis à l'homme, et peu à peu, à cette période, la figure humaine se développe. Et là, on la voit par exemple réapparaître ici dans cette autre tombe, la tombe d'une femme. Donc cette fois-ci c'est une dame qui est représentée, mais là aussi il s'agit d'une personne de qualité vêtue d'une superbe robe que l'on imagine de soie et coiffée d'un très beau chignon très travaillé. Puisqu'elle est une femme, elle est dirigée, elle suit non pas le dragon mais un phénix qui est aussi un guide pour l'au-delà. Cependant, vous voyez que la figure humaine est de plus en plus représentée. Et je ne suis pas en train de vous faire un cours d'histoire de l'art classique, donc je ne vais pas vous montrer d'exemples où l'on voit sur les flancs des vases à incrustation de feuilles d'or ou d'argent, mais vous en verrez au musée Guimet, au musée Cernuschi, où l'on voit les combats. On voit cet homme dont je vous ai dit la dernière fois qu'en Chine du Nord, il apparaissait si rarement. Et cet homme qui n'était couramment et représenté dans une posture favorable que dans la région centrale de la Chine. À partir du IIIe siècle avant notre ère, l'homme, il est partout. Et c'est à ce moment-là qu'il semble que les hybrides soient en danger. Peut-être d'abord, certains s'y interrogent quand ils lisent les textes comme ceux du Shan Haiting dont je vous parlais tout à l'heure, peut-être parce que le pays est de plus en plus peuplé, et cela veut dire aussi défriché, domestiqué. Il n'y a plus de zones étranges, ou du moins les zones étranges, elles sont sur la périphérie, très loin, dans des lieux où l'on ne va jamais. Le monde
devient familier pour les hommes. Donc les hommes n'ont peut-être plus besoin d'hybrides. Et les hybrides en sont ainsi, comme ici, sur cette tombe de l'époque des Khan, c'est-à-dire du IIe siècle avant notre ère. Donc il s'agit d'une peinture murale dans une de ces tombes en forme de maison souterraine, comme on les aimait tant à l'époque, et comme on continuera d'ailleurs de les aimer dans l'univers des rituels funéraires chinois. Et vous voyez ici aussi un petit personnage, beaucoup plus simple que celui que je viens de vous montrer, du IIIe siècle avant notre ère, sur le dos d'un dragon, mais le geste est le même, et c'est dans toutes ces images qui sont des images rituelles, c'est le geste qui compte. La facture, à la limite, importe peu. La facture, elle dépend d'impondérables, elle dépend aussi du prix qu'ont payé les gens de la famille et de la dignité du personnage défunt. Mais l'iconographie, elle ne trompe pas. Et là aussi, l'homme dirige le dragon. Donc, tout se passe et comme si les dragons devenaient tout à coup des êtres finalement assez ordinaires qui, après avoir été des systèmes de guidage astronomique dans le ciel, deviennent des espèces de vaisseaux célestes qui permettent le transport des âmes. Mais tout de même, le dragon va se sauver. Il va être sauvé par un jeu qui est peut-être finalement un jeu plus graphique qu'intellectuel ou spirituel, et qui est le jeu dans ces entrelacs. Les entrelacs, je vous en parlais en commençant à travers une image de bronze. Je vous le montre ici sur un tissu, un très beau tissu brodé, comme on en trouve justement depuis le VIe siècle de notre ère. Et puis celui-ci, c'est un tissu un peu plus récent, du IIIe siècle avant notre ère. Vous voyez dans un jeu d'entrelacs se glisser des créatures qui sont soit des tigres, toujours j'y reviens, soit des dragons, comme ici, toujours sur une patte. Et c'est ce jeu d'entrelacs intellectualisé qui entre en résonance avec la calligraphie chinoise. Et je pense que lors de notre dernière rencontre, si vous êtes toujours là, Yessine vous fera des démonstrations sur ce thème qui vous fascineront. Et on passe, de la forme, on passe à un symbole. Ce que Paul Claudel exprimait en disant l'homme devient lui-même, dans certaines formes, il parlait de formes de théâtre, donc dans certaines formes théâtrales, il devient lui-même son propre caractère. Il devient lui en écriture. Et c'est là où il se trouve que la forme du dragon va peut-être le sauver, c'est-à-dire que sa forme se met aisément en écriture, ce qui va lui donner une forme de résurrection et le rendre véritablement immortel. Alors maintenant, j'en viens bien sûr à toujours ces tombes de Ma Wangdui dont je vous parlais tout à l'heure, en vous montrant l'image de cette divinité suprême qui pourrait passer pour une image de Dieu Tout-Puissant et qui est Taï. Et dans l'autre de ces tombes, l'image de Taï, elle était dans la tombe du fils. Voici maintenant quelques images. D'abord à gauche la carte pour vous situer la province. Ensuite les 3 cercueils emboîtés dans la tombe dans laquelle nous allons entrer maintenant, qui est la tombe de la mère. Et surtout un objet extrêmement connu que je pense vous trouvez partout sur Internet et presque dans la publicité, c'est l'une de ces fameuses bannières dont il existe seulement quelques exemplaires à travers la Chine, soit à Ma Wangdui, soit ailleurs dans le Shantung, et qui était posée sur le dernier cercueil de la défunte. Alors, vous voyez, donc je passe maintenant à celle-ci, et c'est un diagramme représentant le parcours des morts et donc la structure du monde telle qu'on se la représentait dans la première moitié du IIe siècle avant notre ère, c'est-à-dire à l'époque des Han. Alors c'est très important et c'est là où se situent à la fois tous les dangers et tous les succès
pour les formes en général, pour les notions et pour les hybrides en particulier, parce que donc nous sommes à ce moment extraordinaire de l'histoire chinoise où les combats de l'Antiquité, en principe, cessent. Le pays de Qin, donc situé dans l'actuelle région de Xi'an, dans la boucle du fleuve jaune, au pied de la boucle du fleuve jaune, le pays de Qin impose son autorité à l'ensemble des principautés chinoises et le chef de la principauté de Qin fonde l'empire prenant le nom de Qin Shi Huangdi, c'est-à-dire le premier empereur du pays et de Qin, mais en gros le premier empereur. Et puis donc, alors juste 2 mots d'histoire chinoise. Il réalise beaucoup de choses, il unifie le pays, les poids et mesures, l'écriture, l'administration, les lois, tout ce que vous pouvez imaginer, mais il le fait avec une telle dureté en s'appuyant sur un système de lois extrêmement sévère, à la spartiate si on veut, que le peuple se révolte et que l'empire ne survit que de quelques années à la mort de son fondateur. Et en 206 avant notre ère est fondée une nouvelle dynastie qu'on appelle la dynastie des Han, H-A-N, que vous connaissez tous, puisque les Chinois, encore aujourd'hui, se revendiquent comme étant les descendants des Han, un peu comme nous sommes des Français, les descendants des Francs, d'une certaine façon. C'est le même effet linguistique et psychologique d'ailleurs. Et donc, les Han sont face à un empire centralisé. Tout le monde conçoit qu'il faut garder cette centralisation, mais en s'appuyant sur un système de gestion qu'il soit plus humain. Et c'est à ce moment-là qu'émergent les doctrines issues de l'enseignement de Confucius. Cela veut dire, alors je ne vais pas vous faire un cours de philosophie, mais que c'est en ce 2e siècle avant notre ère que à la fois les empereurs de la dynastie des Han, donc les fils du fondateur, qui lui a pris le pouvoir d'une façon brutale, comme tous les fondateurs d'empire, ça se passe à la pointe de l'épée, et les générations suivantes tentent de transformer ce pouvoir militaire en organisation stable et civile. Et c'est ce qui se passe au cours du 2e siècle avant notre ère, où l'on remet en cause tout l'organigramme du pays chinois, du pays unifié. Donc on définit quel est le savoir, donc quels sont les classiques, comment enseigner, comment recruter des fonctionnaires, sur quelle base, et entre autres aussi, parce que tout ça doit avoir un référent, dans quel monde cela s'inscrit-il? Donc on définit non pas une théologie, mais on définit une cosmogonie, avec Taï d'abord au sommet, en dessous de lui 5 empereurs, dont je crois savoir que Yessine vous fera peut-être le portrait, et puis des assistants. Et puis peu à peu, on définit tout, on s'interroge sur les mots. Alors il y a l'écriture correcte, l'écriture officielle, le parler officiel, et à quoi correspondent les mots. Et on en vient aussi à la définition des images, et c'est là où disparaissent beaucoup d'hybrides parce qu'ils ne sont pas jugés pertinents par rapport à ce nouvel univers. En revanche, il y a un hybride qui tire son épingle du jeu, comme vous le voyez ici, qui est le dragon. Puisque sur cette fameuse bannière de Mao Hongdui, vous avez encore une fois une définition de ce qu'est la création dans son ensemble. Donc en bas, le royaume des eaux. Ici, attendez, je vois très mal, ici, le royaume, le niveau, j'ai tort d'employer le mot royaume, le niveau des eaux souterrains, le niveau terrestre, où se situe, en l'occurrence, je vais vous le montrer plus en détail, je vais vous montrer quelques détails, pas tout, l'enterrement de la défunte en question, puis un symbole que nous avons vu la dernière fois, le disque percé d'un trou, c'est-à-dire cette représentation du ciel et en même temps de la vie, puisque c'est dans le vide médian du ciel, encore une fois, il faut tout et son contraire, c'est dans le vide médian du ciel que se crée la vie. Et comment se crée la vie? Eh bien, vous voyez ici un dragon féminin, puisqu'il est blanc,
Le blanc, c'est la couleur de l'ombre, c'est la couleur de la lune, c'est... Attendez, j'ai encore perdu ma... C'est la couleur de l'eau. C'est un dragon féminin qui, dans le vide médian du ciel, s'unit au dragon rouge, qui est le dragon masculin. Le rouge, c'est la couleur du sang, c'est la couleur de la lumière, la couleur du soleil, la couleur masculine, la couleur de la vie. Et vous voyez donc parfaitement ici le dragon yin et le dragon yang qui s'unissent. Au-dessus, la défunte, je vais vous la montrer, qui s'en va vers le pays des ancêtres, et puis encore plus loin. Et vous voyez tous les signifiants de l'orientation, le soleil, la lune, le guerrier noir qui, aidé d'un serpent, protège le monde des mauvaises influences qui peuvent venir du nord. Cela veut dire que dès la première moitié du IIe siècle avant notre ère, alors même qu'on était dans ce grand raz-de-marée philosophico-politique de mise en ordre et en texte, puisque les principaux textes de l'Antiquité chinoise sont à ce moment-là mis sous la forme de mots, et c'est à ce moment-là que le dragon apparaît solidement implanté dans l'iconographie. Et alors juste au passage pour vous dire l'aspect, vous rappeler la présence humaine à partir de ce moment dans toutes les représentations chinoises, on n'hésite plus, au contraire, l'homme est toujours présent, c'est même lui qui prend le pas. Et on va voir par la suite que le dragon va avoir parfois, malgré sa définition très précise, va avoir du mal à se maintenir. J'ai oublié, dans tout ça emporté par l'image, j'ai oublié de vous définir ce qu'était un dragon que vous voyez là. Alors là, je reprends le texte, un texte d'un célèbre philosophe du tournant de l'an 100 après Jésus-Christ, dont vous voyez vers 80, qui a vécu vers 80, 160 de notre ère. Nous sommes en train d'avancer dans le temps. Il s'appelle Wang Fu. Alors, il définit très précisément à quoi ressemble un dragon, qui est donc devient le symbole, à ce moment-là, le symbole officiel de la force de vie universelle. Sa tête évoque celle d'un chameau, mais elle est couronnée de bois comme le serait celle d'un cerf. Elle est pourvue d'oreilles semblables à celles du bœuf. Et pourtant, il porte des cornes, et ces cornes lui servent à entendre. Son corps et son cou sont longs comme ceux d'un serpent, ils sont couverts d'écailles comme le corps d'un poisson, et mais il n'est pas un poisson ni un serpent, il a des pattes semblables à celles d'un tigre qui sont pourvues de serres comparables à celles d'un oiseau de proie, et ses yeux lancent des éclairs semblables au tonnerre. Donc à partir de ce moment-là, le dragon est constitué. Il est même jugé tellement intéressant qu'il devient, dans les premiers à ce tournant de l'an 0, pour faire simple, un petit peu avant, un petit peu après notre ère, il devient le symbole du pouvoir impérial et renvoie dans l'ombre, et ça qui est intéressant et parfois perturbant, il renvoie dans l'ombre des représentations comme celle de Taï, par exemple, que nous voyions tout à l'heure, que nous avons vu tout à l'heure, parce que, et renvoyant dans l'ombre Taï, il induit une sorte de perception très intellectualisée des divinités. Et l'empereur qui, au début des Han, rendait un culte à Taï, à partir du moment, enfin, je ne sais pas si on peut le dire comme cela, si c'est vraiment, ce n'est pas démontré, mais tout ce qu'on peut dire, c'est que il y a une espèce de rencontre qui est peut-être fortuite, mais extrêmement troublante, à partir du moment où Taï disparaît. Taï disparaît à partir du moment où le dragon voit sa définition développée. Et tout se passe, et à partir de ce moment aussi, où il est remplacé par le ciel dans son ensemble, c'est-à-dire ce lieu incommensurable, transcendant, dont les hommes ne peuvent pas parler, mais vers lequel le dragon transporte les âmes. Et
c'est ainsi sous les Han que se forge ce qui va devenir le culte impérial majeur jusqu'en 1912. C'est le culte du ciel. L'empereur est considéré comme le fils du ciel, un fils non pas charnel, mais un fils spirituel du ciel qui l'inspire, qui le punit s'il fait bien, s'il fait mal, qui le récompense s'il fait bien. Et le dragon exprime ce voyage, en somme, entre notre monde et le ciel qu'effectue l'empereur. Alors maintenant, entre les deux, entre ce personnage, si j'ose dire, extrêmement impérial que devient le dragon et les hommes ordinaires, se glisse, alors nous revenons toujours à la tombe de la mère, de la marquise de Mawangdui, la femme de l'officiel, et à l'un de ses cercueils, donc elle était son corps qui avait été momifié, et qui par tout le système d'enveloppement dont il avait bénéficié a été découvert dans un si bon état de conservation et au début des années 70 que quelques années plus tard on a pu procéder à sa dissection, et les médecins de la fin du XXe siècle ont pu déterminer de quoi cette dame était morte vers 50 ans, en 168, je crois, avant notre ère. Mais elle était donc enveloppée dans 3 cercueils de bois laqué ou recouverts de broderies collées. Et ce qui est intéressant pour nous, ce ne sont pas ces détails archéologiques, c'est d'abord de voir à quoi représentent ces formes. Alors c'est tout petit à l'écran, mais bien sûr ces cercueils ont quand même à peu près 2 mètres de long, je veux dire ce sont de grandes choses. Et sur les parois de ces cercueils figurent des animaux extraordinaires comme celui-ci. Alors vous retrouvez un personnage que l'on voit apparaître à l'époque des royaumes combattants, et même un peu plus tôt sur certains bronzes de l'époque de Confucius, qui est le capridé ou l'ovin, qui était beaucoup plus rare dans les temps anciens, qui prend de l'importance et puis qui va peu à peu sortir du vocabulaire impérial pour être repris. Alors ça, je vous ouvre un petit peu une porte sur ce que nous dirons la prochaine fois, si ça vous intéresse, et qui va être repris par l'iconographie bouddhique. Mais ce qui est passionnant sur ces cercueils de la dame de Mawangdui, c'est cela. C'est ce tracé actuellement absolument unique. Alors c'est ce qui biaise véritablement l'interprétation et en histoire de l'art, et ce que dénoncent souvent les archéologues, c'est que l'on est tenté de raisonner par rapport à un objet exceptionnel, voire unique, c'est qui est le cas ici, et l'on est fortement tenté de généraliser. Alors, pour faire sérieux, je précise que j'ai tort de généraliser, mais je crois que vous avez compris ici, et compris que nous sommes ici aussi et d'abord pour nous interroger peut-être sur une façon de comprendre le sens des choses, et que nous ne sommes pas, encore une fois, dans un véritable cours d'archéologie ni d'histoire de l'art. Donc c'est un objet absolument unique, enfin un gros objet, un cercueil, est absolument unique par son décor, non pas par les thèmes représentés, mais par la vie qui anime le tracé du pinceau. Donc le thème est un thème qui va devenir récurrent dans l'univers iconographique chinois, et c'est le thème du nuage. Et le nuage, il est très important pour plusieurs choses. Et il va tendre d'une certaine façon à prendre la place du serpent, à prendre la place du dragon. Dans beaucoup de cas, il devient lui-même une forme d'hybride, parce que à partir de ce moment de la fin des royaumes combattants et du début de l'époque des Han, donc en gros le IIIe siècle avant notre ère, jusqu'au siècle, pour 500 ans si vous voulez, et le nuage devient d'abord l'expression du souffle, cette notion fondamentale de la philosophie chinoise, puisque le yin et le yang, le féminin, le masculin œuvrent ensemble, mais ne seraient rien s'ils n'étaient pas
comment dire, propulsés ou vitalisés par le souffle, et les nuages apparaissent donc à partir de l'époque des royaumes combattants comme l'expression du souffle. Donc tous ces nuages, par exemple, on en dira un mot lors de nos prochaines rencontres, tous ces nuages que vous voyez dans les paysages chinois à l'encre que vous connaissez tous et qui sont repris, enfin vous avez des exemples dans les musées parisiens, vous en avez dans les livres, et ces paysages qui comportent tellement de nuages, et l'on vous dit avec raison, d'une façon très technique, ils servent à distinguer les plans entre les différentes chaînes de montagnes, entre les différents épisodes de narration, etc. Ce qui est très vrai. Mais les nuages ont aussi un autre rôle. Le nuage, il dit le souffle. Et un peintre vous dira toujours que dans un nuage, il voit beaucoup plus qu'un nuage. Il voit le souffle qui passe, il voit des dragons. Et les devins se servent aussi des nuages, mais alors là des nuages véritables, dans le ciel pour pratiquer la divination. Ils considèrent dans l'Antiquité, à partir de l'Antiquité, mais je pense qu'encore aujourd'hui, on peut trouver des devins qui cherchent à lire dans les nuages une décision ou un indice qu'envoie le ciel pour avertir ou aider les hommes. Et ici, ce qui est intéressant à Mawangtui, c'est que sur ces nuages, vous voyez apparaître des créatures très étranges qui sont à la fois humaines, comme les précédentes, ou un petit peu plus animales, comme celle-ci. Mais ce cavalier a certes un aspect de cervidé, mais il est en même temps, il est représenté dans une posture très humaine. C'est-à-dire que dans ce système des nuages, qui se confondent parfois avec les dragons, les fameux dragons des entrelacs de l'Antiquité que je vous présentais en commençant, on voit passer des hybrides qui vont être de plus en plus humains et dont on va imaginer la vie. Il y a des textes de l'époque des Han qui expliquent d'une façon très claire comment ces êtres que l'on représente dans les nuages sont en fait des immortels, c'est-à-dire des êtres qui ont pu échapper à l'éclatement que représente la mort. Qu'est-ce que représente la mort dans l'univers chinois antique? Et d'abord, qu'est-ce que représente la vie? Elle représente le lien, par hasard, d'un certain nombre de souffles qui sont pris dans un corps, qui animent ce corps et qui se transforment en même temps que ce corps. Au moment de la mort, qu'est-ce que la mort? C'est le corps qui se désagrège, qui ne peut plus retenir les souffles, du moins qui en laisse partir certains. Et qu'est-ce qu'un immortel? C'est un être qui parvient, même au moment de la mort, soit à s'en aller dans le monde des esprits avec son corps, soit à conserver tout son système d'agglomérat d'âme, si j'ose dire. Et donc il conserve sa personnalité, alors que l'être ordinaire ne meurt pas complètement, mais il se répand en multiples parties qui se recomposent autrement. Donc sa personnalité est perdue. Les immortels sont, eux, des individus qui ont réussi à être solides comme des diamants, si j'ose cette expression, et donc à ne pas pouvoir être brisés. Et ces êtres-là fascinent les philosophes de l'époque des Han, qui sont encore une fois des gens qui ont l'esprit extrêmement logique, qui ont l'esprit de cartographie, l'esprit de mise en forme de tout ce qui existe, et qui disent mais il faut trouver un moyen pour ne pas mourir. Alors le moyen c'est celui-là, mais qu'est-ce que deviennent les immortels? Eh bien les immortels, ils vivent dans des lieux qui leur sont spécifiques, qui sont soit à l'ouest, c'est à ce moment-là qu'une démone devient au contraire la reine du paradis de l'ouest, du Siwangmu, la mère du paradis de l'ouest, et puis à l'est, il y a aussi des paradis. Alors à l'ouest, c'est dans les montagnes, à l'est, c'est dans la mer. Il y a des îles merveilleuses sur lesquelles vivent des êtres qui nous ressemblent, mais qui sont quand même un peu différents, puisqu'ils sont devenus des hybrides, mais alors des hybrides merveilleux,
qui sont des hybrides parce que immortels. Et alors, si je vous montre cette image, c'est parce qu'il s'agit d'un brûle-parfum. Et alors là, comme les archéologues ont mauvais esprit, et les historiens des techniques encore plus, et je me réfère à l'une des opinions qui a été émise depuis un certain temps, c'est que ce brûle-parfum, donc, qui est percé de trous que vous ne voyez pas bien là à l'écran, mais qui donc comporte un vase, ici un couvercle en forme de montagne sur lequel il y a des créatures, je vais vous en montrer, des créatures extraordinaires, et puis c'est percé de quelques trous que vous avez percevés ici et là, bien sûr, pour faire sortir la fumée des parfums. Et ces mauvais esprits ont mis en relation à la fois la fabrication de ces brûle-parfums d'un type très particulier, qu'on appelle donc les pots Shanlou, et tout le discours sur les immortels des îles extraordinaires, des mers du golfe du Pokhai, des mers de l'Est, ils l'ont mis en rapport avec la consommation de drogue, parce que des travaux récents ont démontré que c'est à partir de l'époque des Khan, c'est à partir du moment où naissent ce type de brûle-parfum que se développe en Chine la pratique, l'utilisation de drogues venues de différents pays d'Asie du Sud-Est ou de l'Inde. Alors, les immortels sont-ils les enfants de la fumée, des champignons extraordinaires? C'est possible. Les voici en tout cas tels qu'on les représente, par exemple, toujours à l'époque des Han, sur les parois des tombeaux. Et vous avez ici, donc, c'est un estampage donc pris à l'encre sur la paroi sculptée en très léger relief de l'une de ces pierres qui forment les murs des maisons souterraines constituant les tombeaux. Ces parois portent différents types de scènes, généralement un certain nombre de narrations qui expliquent quelle était la fonction du défunt. Alors on le voit avec ses voitures, avec son parasol, si c'était un administrateur, etc. Généralement, il s'agit d'un administrateur, puisqu'il faut être puissant pour avoir des tombes aussi bien aménagées. Et puis, les autres représentations sont des représentations de bon augure et qui essayent de lui porter bonheur. Et par exemple, en représentant ce que pourrait être sa vie s'il parvient lui-même à être suffisamment dense, en somme, et bien constitué pour devenir un immortel, alors il pourra jouer au jeu de Go, que vous voyez, plus exactement au Liupo, dont vous voyez ici l'une des formes les plus anciennes, qui a été trouvée comme l'un des dragons que je vous présentais en commençant dans une tombe de Chongshan, donc un objet d'à peu près 300 avant notre ère. Et ce qui est intéressant ici, donc vous voyez une planche de pierre servant au jeu de Liupo, qui est un jeu proche du jeu de Go. Je préviens tout de suite que je ne sais pas jouer au jeu de Go et qu'un nombre incalculable de très éminents savants écrivent depuis au moins 100 ans des articles illisibles pour expliquer comment on jouait de Liupo et pour conclure que finalement on ne sait pas. Mais donc, ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est que vous le voyez, il est divisé en zones. Un peu comme l'est cette pièce très particulière du palais impérial à partir des débuts de l'Empire, c'est-à-dire la salle du calendrier, le Mingtang. Le monde est divisé en 9 parties qui correspondent au caractère puits. Bon, on n'a pas le temps d'entrer là-dedans, mais bon, le monde est divisé en 9 parties. Ce que vous voyez à l'intérieur de ces 9 parties, ce sont des masques très étranges. Donc vous retrouvez en double les masques de l'Antiquité, les taotiers, et puis des serpents qui ont tout de même des parentés avec les dragons. Cela veut dire que même en cette extrême fin, en cette fin des royaumes combattants, alors que les hybrides
tendent à disparaître. Il y en a deux qui finissent par s'imposer. Il y a ce fameux masque de Taotier qu'on avait vraiment oublié parce qu'il a quasiment disparu au début des Zhou, et puis tout à coup on le voit qui réapparaît. Et il y a bien sûr le dragon. Et alors je n'ai pas résisté au plaisir de vous montrer d'autres personnages qui ont l'air ceux-là bien vivants de l'époque des Han et qui sont justement en train de jouer au Liupo. Des études récentes soulignent aussi en quoi la table du Liupo, qui sert à jouer au Liupo, est très proche dans sa structure graphique des tables de divination. C'est dire que tous ces jeux qui nous semblent, mais c'est comme chez nous, tous ces jeux qui nous semblent éminemment divertissants ont en fait un aspect religieux, enfin lié à des croyances issues de temps très anciens. Alors revenons aux Xianzhen, c'est-à-dire aux immortels. Et peu à peu, on les voit sous les Han prendre un aspect aimable, et c'est ce qui va d'ailleurs les sauver du moins certains d'entre eux, pas tous, et seuls ceux qui prendront cet aspect seront sauvés, c'est-à-dire qu'ils vont sortir des tombes. On les voit, par exemple, ici, vous ne voyez pas parce qu'à l'écran c'est énorme, mais en fait c'est une petite pièce qui mesure à peu près 12 ou 13 cm de long, un très joli petit jade blanc représentant un cheval que chevauche d'une façon très humaine une créature qui ne l'est pas du tout, enfin qui est très mi-humaine, mi-animale. Et à travers ces objets qui deviennent des objets qu'utilise le calligraphe, le lettré, l'administrateur dans son bureau pour tenir les papiers comme presse-papier, ou bien simplement pour se protéger, on voit les hybrides qui prennent un nouveau sens. C'est-à-dire quand ils sortent des tombes, sont sauvés ceux qui arrivent à sortir des tombes. Le dragon est sauvé parce qu'il devient un marqueur du culte impérial. Le cheval et le petit immortel sur le dos du cheval sont sauvés parce qu'on les voit représentés dans des pierres semi-précieuses et comme objets familiers et des vivants pour dire une protection. C'est-à-dire qu'il se passe une chose étrange, que nous verrons d'ailleurs la prochaine fois, c'est qu'à partir de ce moment-là, la protection n'est plus seulement liée étroitement au monde de la mort, elle touche aussi beaucoup, elle entoure aussi beaucoup les vivants, et on a l'impression, et nous le verrons plus clairement après, on a l'impression qu'il y a une certaine perception du mal avec un grand M qui se manifeste. Alors que dans l'Antiquité, toutes sortes d'événements pouvaient être terribles, très cruels. Je vous ai montré des crânes bouillants dans une marmite, je vous ai montré une tombe avec des sacrifices humains, des sacrifices de chiens, je vous ai montré une tête d'homme que 2 tigres allaient dévorer. C'est cruel, mais ce n'est pas le mal dans le sens du diable ou du malin. Ce sens du mal comme principe philosophique qui fait le pendant du bien, on le voit apparaître au début de notre ère, je crois, dans le sillage du bouddhisme. Mais ça, c'est un autre problème. Donc aujourd'hui, je voudrais simplement vous montrer encore quelques images, vous montrer d'autres immortels, à nouveau sous une autre forme, une île aux immortels, telle que vous pouvez l'observer au musée Cernuschi. Donc c'est un support dedans on devait mettre une hampe ou vraisemblablement un arbre, soit un arbre de vie, soit un arbre porte-bonheur et porte-argent, ce qu'on appelait autrefois un arbre à sapèque. Vous savez que dans beaucoup de tombes à l'époque des Han, on place tous les signes de ce qui fait la bonne vie. Et donc l'immortalité bien sûr, mais aussi l'immortalité, même dans le monde des immortels, on a besoin d'argent. Donc un arbre qui porte des pièces de monnaie, qui porte des sapèques. Et ça, c'est vraisemblablement un piédestal d'arbres à sapèques. Ce qui est intéressant, c'est que sur les flancs, vous voyez courir toutes sortes de créatures, et y compris un joli petit dragon que vous voyez là. Mais
les immortels prennent aussi à cette époque des formes beaucoup plus humaines, comme celle-ci, notamment dans cette région du centre-ouest chinois qu'est le Sichuan. Au passage, c'est une façon, alors là je reviens un petit peu histoire de l'art, une façon de rappeler qu'il ne faut jamais oublier, quand on parle d'art chinois, il ne faut jamais oublier l'étendue de la Chine. Il n'y a pas d'histoire chinoise, il n'y a pas d'art chinois monolithique. La Chine, c'est grand comme l'Europe, ou pratiquement grand comme l'Europe. Donc, vous avez autant de sensibilité qu'il y en a dans notre Europe, et autant d'histoires à la fois apparentées et différentes, et parfois divergentes. Donc, on ne peut pas dire l'art chinois avec un grand A, c'est cela. Donc, ces objets, ces immortels-là, ils apparaissent au Sichuan, qui est un lieu, donc centre-ouest chinois, le haut cours du fleuve Bleu. C'est un lieu très particulier géographiquement, parce que c'est une immense plaine entourée de montagnes, et dont la partie ouest est constituée par les contreforts du plateau tibétain. C'est donc une région extrêmement variée, tant sur le plan du relief, de l'économie, que sur le plan des ethnies qui y vivent, puisque vous trouvez des Han et vous trouvez toutes sortes d'ethnies locales, et notamment des Tibétains, et les cultures de l'Inde ou de l'Ouest, passant par le Tibet, arrivent au Sichuan de toute antiquité. Il ne faut jamais oublier ça non plus. C'est la notion de circulation des idées et des choses, et ça on va le voir encore plus la prochaine fois. Donc c'est au Sichuan que l'on voit apparaître en ronde, pas seulement en deux dimensions, en peinture, mais sous la forme de ronde-bosse, ces personnages ailés que vous voyez à la même époque sur les flancs des cercueils de la dame de Ma Wangtui. Et puis alors, très vite, un petit peu pour vous conduire enfin vers la sortie, vers la libération, et voici ce que je vous ai parlé de cette mise en forme de l'univers à l'époque des Han. Donc voici ce que l'on trouve comme symbole des différents Orients, et sur les bronzes, pas sur les bronzes, sur les céramiques remplaçant dans les tombes les bronzes de l'Antiquité. Donc vous voyez passer le tigre, vous voyez donc l'ouest, le phénix, l'oiseau rouge, c'est-à-dire le sud, etc. Donc tous les symboles des Orients qui passent sur les vases et qui vont guider les morts. Dans les tombes des débuts de notre ère, on trouve aussi, et à la fois, encore une fois, ces symboles des Orients que vous voyez là. Vous apercevez toujours le dragon ici, sous sa forme, j'allais dire, ordinaire de symbole directionnel, mais vous trouvez également quelques hybrides. Je vous ai parlé tout à l'heure de Taï. Je vous ai dit qu'au début de l'époque des Han, les philosophes créent tout un organigramme en mettant Taï au sommet, puis 5 empereurs, puis des assistants. Et parmi ces assistants, il y a les 2 personnages qui ont tout appris aux hommes, c'est-à-dire qui ont appris à cultiver la terre, qui ont appris à élever des vers à soie. Donc cultiver la terre, ça veut dire nourrir la vie. Élever des vers à soie, ça veut dire produire la soie, ça veut dire protéger la vie. Et ces 2 personnages sont Fuxi et Nuwa, que vous voyez ici à gauche, qui sont 2 personnages hybrides, puisqu'ils ont des têtes et des troncs humains et des corps serpentiformes, et qui s'unissent, comme vous le voyez là, dans cette représentation qui est beaucoup plus tardive, qui est du 8e siècle, et qui vous montre bien comment, à partir du moment où les notions sont clairement définies dans les textes, les hybrides ont des représentations parfaitement fixées. Donc vous passez à gauche d'une autre représentation de l'époque des Han, mais cette fois-ci sculptée en très léger relief. Donc vous voyez Fuxi et Nuwa, lui avec son équerre d'architecte, et elle qui va apprendre aux femmes à élever les vers à soie, les queues de serpent entrelacées, puisque c'est de leur union que naît la vie. Et ce symbole-là, il va rester constamment dans l'iconographie chinoise. Nous le retrouverons plus tard.
Et alors, comme je vous l'ai dit souvent, il y a toujours une distorsion dans ces discours, puisqu'on regarde un objet qui est unique et on a l'impression qu'il remplit tout l'univers et qu'il y en a des milliers pareils. Alors je vous ai apporté quelques autres objets qui vous donnent en revanche, face à ces hybrides qui ont tendance à sortir de l'iconographie pour entrer dans les mots, et encore une fois, seuls ceux qui trouvent les mots pour être dits finissent par survivre. Je vous ai apporté quelques images que vous connaissez, qui sont simplement agréables, pour vous faire percevoir ce qu'est, à partir de l'époque des Khan, la majorité du mobilier funéraire. C'est une représentation extrêmement terre-à-terre de la vie, telle que vous la voyez par exemple à travers cette armée, qui est une petite armée à l'image de celle du premier empereur, mais de petite dimension, puisque les empereurs Han ont dit le premier empereur s'est effondré, sa fondation est tombée justement parce qu'il pratiquait la démesure, et faire une armée de terre cuite ou faire des représentations de taille énorme ou de taille naturelle. On n'avait pas encore trouvé l'armée de terre cuite à l'époque, mais on avait trouvé d'autres choses. C'est indécent. Les pièces doivent avoir pour l'empereur 70 cm, en gros 70 cm de haut en majorité. Et puis, dans les tombes du commun des mortels, on représente des servantes. Pardon, ce siège est très amusant et assez périlleux, mais je suis un hybride et je m'adapte. Et donc, on met des servantes comme celle-ci, des maisons pour que le défunt, le temps qu'il arrive ailleurs, et vive tranquillement. Et puis, il a même ses chiens de garde, comme ce charmant chien du musée Cernuschi. Ceci étant, on ne se passe pas d'un certain nombre de représentations, mais même les hybrides des temps anciens parfois perdent leur sens. Par exemple, vous voyez ici, sur ces vases de terre peinte, également conservés au musée Cernuschi, vous voyez ces motifs qui ressemblent aux taotiers, mais qui ne sont plus des taotiers, ce sont des puchos, c'est-à-dire qu'ils tiennent un anneau dans leur gueule. C'est-à-dire que le masque magique des temps anciens, dont les ethnologues chinois d'aujourd'hui disent qu'il est totémique, et qui a donc une puissance de protection, une puissance religieuse extraordinaire, ce masque magique des temps anciens est devenu une forme, certes un peu protectrice, mais iconographique et renvoyant à un objet familier qui est le heurtoir que l'on place sur les portes pour que les visiteurs puissent annoncer leur visite. Et ça, c'est le grand danger qui menace les hybrides. Alors, en revanche, ils trouvent refuge, parfois pas dans les milieux les plus hauts de la cour, mais dans d'autres régions, pas dans la vallée du fleuve Jaune, mais toujours dans la vallée du fleuve Bleu, où l'on est très inventif. Et vous voyez, dans les siècles qui suivent notre ère, et naître d'une façon assez brève d'ailleurs, entre le 3e et 4e siècle, ces vases que l'on appelle les vases aux âmes. Pendant très longtemps, on a cru que c'était des vases dans lesquels on mettait les cendres, puisque le bouddhisme était dans des zones bouddhiques, donc dans lesquelles on plaçait les cendres des personnages incinérés. On s'est aperçu depuis que pas du tout. Ce sont des vases qui sont pratiquement toujours vides. Il n'y a rien dedans, mais c'est un vase pour loger l'âme, parce que sur le couvercle du vase, on représente, comme ici, tout un univers où se côtoient des humains, des immortels, toutes ces créatures de l'Antiquité et qui renaissent là. Mais, peu à peu, les hybrides prennent un autre rôle, que nous allons voir bien sûr la prochaine fois. C'est sont deux rôles différents. Les rôles de protecteur. Et alors, quand je parle de résurgence, vous voyez ici ce personnage. Bien sûr, c'est son costume qui est représenté ici. Mais vous voyez, il a une langue très longue qui se confond avec son costume. Et vous voyez là renaître avec à peu près 6 siècles d'écart la langue des John Musho
et des protecteurs de tombes qui portaient des andouillés au 6e, 5e siècle et avant notre ère, et qui cette fois-ci réinterprétés avec un visage humain, ou du moins humanoïde, presque humain, et pour lui donner un air finalement extrêmement apaisant. Alors les hybrides, ils sont aussi, alors ceux, donc vous les voyez qui essayent de survivre à l'extérieur, dans le monde des vivants, dans le monde des morts. Ils jouent aussi un rôle très codifié à partir de l'époque des Han et dans les représentations servant à désigner à la fois les heures et les années au sein d'un cycle de 12 années, ou plus exactement 5 cycles de 12 années, ce qui fait 60 ans, qui est le cycle considéré comme le cycle d'une vie en Chine ancienne et dans toute la Chine impériale jusqu'à une époque récente. Et la journée elle-même est partagée en 12 heures, donc chacune de ces heures correspondant à 2 de nos heures actuelles. Et c'est sous les Han que se fixent les animaux qui représentent à la fois les heures ou les années, que vous connaissez tous, c'est le zodiaque chinois actuel. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces animaux sont fixés sous les Han et tous ont leur tête d'animaux, mais ils ont un corps humain. C'est donc l'archétype de l'hybride, et ce sont ces hybrides-là qui rythment la vie, non seulement la vie impériale, mais la vie de tout le peuple chinois. Alors, pour terminer, juste une idée à travers 3 images de ce qui va se passer, ce qui nous intéressera pour ceux d'entre vous qui ont le courage de revenir la prochaine fois, c'est l'influence des peuples de la périphérie. Les influences étrangères, je vous l'ai dit, je vous l'ai même rabâché, elles sont constantes dès l'Antiquité, mais elles arrivent lentement, elles sont encore plus lentement digérées, et c'est seulement à partir des débuts de notre ère qu'elles se déplacent, si je puis dire, beaucoup plus rapidement, qu'elles sont également intégrées beaucoup plus rapidement, et l'on voit passer ainsi des êtres nouveaux comme des lions, qui se combinent justement avec ces créatures à langue de l'Antiquité pour créer des objets comme ceux-ci, que nous verrons la prochaine fois, parce qu'ils prennent un sens protecteur particulièrement puissant. Et puis, ces influences de l'Antiquité consistent aussi à faire ressurgir des éléments qui avaient existé dans le passé, à un moment donné, dans les pays chinois, qui en a été évacué par les fondateurs de l'Empire, et que les peuples de la périphérie, ces peuples nomades qui tentent à se sédentariser au nord du fleuve Jaune et qui peu à peu descendent et prennent le pouvoir dans des régions qui étaient théoriquement autrefois dominées par les Han, eh bien ces gens-là réintroduisent des créatures qui sont parfois le pendant de l'homme, comme l'ours, que les Chinois avaient vénéré autrefois, qu'ils avaient un peu oublié, et que les étrangers, on n'oublie jamais, on ne soulignera jamais assez ce rôle des ethnies étrangères dans le devenir de l'art impérial chinois. Ce sont les étrangers qui, par exemple, font réapparaître l'ours sous cette forme mi-ours, peut-être léonine, extraordinaire, mais en même temps humaine, de ce terrible hybride du milieu du 6e siècle de notre ère. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout sans quitter la salle.